BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Notre invité ici à Davos, c'est Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total Energy. Bonsoir Patrick Pouyanné. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. On parle beaucoup de climat, d'urgence climatique. On parle beaucoup de crise de l'énergie. Évidemment, vous êtes au centre de ça, au centre de nombreuses polémiques aussi. Évidemment, on va revenir. D'abord, un petit mot sur ce qui va se passer demain en France. Visiblement, une mobilisation très importante contre la réforme des retraites, notamment dans le secteur de l'énergie. Est-ce qu'il faut s'attendre à des blocages de raffineries? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez pris des mesures en conséquence? Non, je ne sais pas. Les syndicats, il y a un droit de grève en France. Les syndicats ont annoncé un programme. Une journée demain, une journée n'affectera pas le fonctionnement des raffineries. Les raffineries s'arrêtent si c'est plusieurs jours de grève. Donc on verra. Je pense que demain, il y a, comme ils l'ont dit, ils ont dit une journée, puis 2 jours dans 10 jours, puis après plusieurs jours si le mouvement prend. Je pense que c'est un mouvement d'abord qui n'est pas lié directement à Total Energy. Il y a plusieurs secteurs qui veulent être en grève. Moi, ce que je dirais surtout aux Français qui peuvent écouter cette interview, c'est pas de panique. Les stocks sont pleins, les stations-service sont bien alimentées. Et au contraire, j'ai vu que certains veulent faire des achats de précaution, mais ces achats de précaution sont dangereux parce qu'ils peuvent mettre le système en tension inutilement. Il y a de l'essence. Bien évidemment, je peux vous dire qu'on a pris toutes les dispositions pour que tous les dépôts soient bien remplis et on va faire en sorte. Après, encore une fois, il y a une réforme proposée par l'État, il y a un droit de grève et on gérera au mieux. Mais aujourd'hui, ce que je recommande surtout, c'est pas besoin d'aller faire comme je l'ai vu ce week-end, parce que j'ai vu ça à une station-service ce week-end. C'est pas la peine d'aller faire la queue, il y a de l'essence et c'est pas une journée d'arrêt qui ne vont pas arrêter. On n'arrête pas les raffineries pour une journée. On les met à un minimum technique, qu'elles continuent à fonctionner. Après, les grévistes peuvent décider de bloquer des expéditions qui peuvent empêcher les camions de rouler. Mais encore une fois, le système, on fera face, comme on cherche toujours à le faire, pour que les Français soient alimentés. Donc vous dites pas de problème d'approvisionnement? Non, en tout cas, pour demain, je suis de ce point de vue-là confortable. Si ça dure, si ça se prolonge, est-ce que là, cette fois-ci, c'est comme lors des grèves en octobre, où vous demandez... je ne sais pas, qu'il y a un ordre de réquisition. Écoutez, non, on n'en est pas là. Je pense que d'abord, ça va dépendre de l'ampleur du mouvement. Moi, je ne sais pas. C'est un vrai débat politique. Je ne vais pas rentrer dans... C'est pas nous... encore une fois, cette réforme, je pense qu'elle est nécessaire pour des raisons simplement démographiques. Hein. On vit plus longtemps et c'est juste du bon sens, moi, cette réforme. Je pense qu'on vit tous plus longtemps, on est tous très heureux. Il faut juste, puisqu'on vit plus longtemps, pouvoir financer ce régime. Maintenant, ce n'est pas le sujet qui nous inquiète. Moi, encore une fois, on a vu aussi que en octobre, ce qui s'est passé, que l'impact n'a été fort que parce qu'il n'y avait pas qu'une ou deux, il y avait plusieurs entreprises qui s'étaient mises en grève. Donc, ne préjugeons pas de la suite des événements. Encore une fois, nous faisons tout ce qu'il faut pour alimenter les stations-service. Juste un point sur cette réforme des retraites. François Bayrou, notamment, a dit qu'il fallait que peut-être il y ait plus de justice. Et une des solutions serait d'avoir une augmentation des cotisations patronales. Lorsqu'on voit le dividende que vous avez versé à vos actionnaires de 13 milliards d'euros en 2022 au titre de 2021, est-ce que vous comprenez ceux qui disent peut-être qu'on pourrait quand même avoir une petite augmentation des cotisations patronales? Bon, d'abord, je vais faire une correction. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Parce que moi, je sais combien on a versé en 2022. On a versé 9 milliards d'euros. Donc, je prends profite pour corriger. Il y a quelqu'un qui a sorti un chiffre qui est faux. Voilà, donc, j'en profite pour corriger. Ça reste des montants importants. Mais alors, si on commence à tout mélanger entre les dividendes perdus par les entreprises et le financement des réformes de retraite, je pense que là, on n'y est plus, quoi. Il faut dire quand même un peu de raison. La question que pose la proposition de François Bayrou n'est pas celle-là. Elle est la question de la cotisation entrepreneurs. Ce n'est pas les dividendes. Les dividendes, c'est autre chose. Non, mais c'est des masses d'argent. Non, mais vous voyez. D'accord, mais on peut vouloir mélanger tout dans tous les sens. On peut dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. À la fin, il y a des caisses de retraite qui doivent être alimentées par des cotisations qui viennent des gens qui travaillent et qui vont profiter de l'assurance quelque part qui est mise en place par l'État. C'est soit, si à la fin c'est pour augmenter les charges du patronat, moi je veux bien que ça se passe, mais c'est pas Total Energy qui va être touché. Hein. Ce sont toutes les petites entreprises. Et à la fin, c'est l'emploi en France. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas que ce débat se traduise par des mesures qui pourraient impacter la capacité du pays à fournir des emplois à ceux qui en ont besoin. Or, on a fait des progrès sur le sujet du chômage, mais on n'est quand même pas au bout. Donc encore une fois, je ne juge pas de l'aune de la réforme. Ce n'est pas la question de Total Energy qui va régler le problème de la réforme des retraites. Retour ici à Davos où il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être avez-vous entendu ces déclarations très fortes quand même du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a parlé du grand mensonge des compagnies pétrolières en disant, alors il y a un rapport qui va sortir, il visait plutôt une autre compagnie, ExxonMobil bien sûr, le grand mensonge en disant, vous saviez sur le danger climatique. Mais écoutez, d'abord je suis un peu surpris qu'un
qu'un personnage aussi important dans les pouvoirs publics au niveau mondial que Guterres se mette à se livrer à ce jeu-là. Moi, j'ai participé à la première conférence de Paris, quand je travaillais pour l'État français, ça date de 1995, première conférence sur le climat. À Rio, la question a été mise sur la table. Dire que nous, on ne savait rien du tout. On lisait les papiers, moi je n'ai pas des scientifiques du climat chez Total Énergie. On peut m'en raconter des choses. Donc on veut réécrire une histoire qui me paraît pour le moins étrange. La question est de savoir, on est tous collectivement quelque part, mais aujourd'hui ça continue. Parce que pourquoi désigner les compagnies pétrolières ? Qui tire de l'argent du pétrole et du gaz aujourd'hui ? Il y a plein de compagnies. Les compagnies fabriquent des voitures. Les voitures fonctionnent à l'essence, que je sache. Les avions, les compagnies aériennes. Donc ce débat me paraît complètement un faux débat. La collectivité internationale a mis du temps à prendre conscience et à écouter les scientifiques. Maintenant, il y a eu l'accord de Paris. On les écoute. Je n'ai pas vu non plus que dans l'accord de Paris, on avait interdit les fossiles. Mais je pense que vouloir désigner du doigt une catégorie d'entreprises alors que cette énergie... Il faut bien voir le pétrole et l'énergie qui a permis le miracle industriel depuis 150 ans. La révolution industrielle, c'est la révolution industrielle du pétrole, largement. Alors on peut vouloir dire, on a tous eu tort, peut-être, et j'écoute les scientifiques, et je crois à ce qu'ils disent, donc c'est pas peut-être oui, on a eu tort, mais ne voulons pas, commençons à croire qu'on va régler le problème en désignant des coupables plutôt que d'autres, ça me paraît pas la bonne approche. Je pense qu'on a la question maintenant, c'est sommes-nous collectivement, à l'échelle de la planète, capables de nous mobiliser. Moi, ce que j'observe quand même en 2022, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Au moment où les prix de l'énergie ont monté, les gouvernements européens ont subventionné les énergies fossiles par des rabais sur l'essence et autres. Donc, moi je veux bien continuer à recevoir des leçons, à servir de bouc émissaire avec mes collègues de l'industrie pétrolière à tous les maux du monde, mais il faudrait quand même qu'on soit un peu plus raisonnable. C'est pas comme ça qu'on fera en sorte que la transition énergétique se passe de façon ordonnée et juste. Mais malgré tout, est-ce que vous ne redoutez pas que ça soit un peu ce qui s'est passé pour l'industrie du tabac? C'est-à-dire qu'on vous pointe du doigt, vous le savez mieux que moi, et qu'à ce moment-là, derrière, il y a des recours juridiques, et que ça vous entraîne dans des procès. Eh bien, il y aura des recours, il y en a déjà d'ailleurs. Il y en a plusieurs, il y a déjà des procès climatiques. Après, on verra. Enfin, je veux dire, encore une fois, mais moi, je suis sûr qu'il n'y a pas eu, encore une fois, et la compagnie, moi, je suis rentré dans une compagnie pétrolière qui s'appelait à l'époque Elf puis Total en 1997. Je peux vous dire que j'ai entendu des discours très forts de la part du PDG de l'époque, qui s'appelait Thierry Desmarais, qui invitait les scientifiques pour faire prendre conscience à tout le monde que le sujet du climat existait. Après, la question, c'est est-ce que moi, j'ai le droit de décider que je vais ne plus fournir aux consommateurs qui en ont besoin de l'essence. Vous m'avez demandé tout à l'heure, première question de cet entretien, est-ce qu'il y aura de l'essence demain matin dans les stations-service en France? Si je vous dis, ah ben non, moi mon produit, j'en ai honte, eh ben j'arrête de vous le servir, est-ce que vous pensez que c'est acceptable? Donc encore une fois, c'est un débat compliqué, et je pense que la réponse que nous apportons, en tout cas moi, Total Énergie, nous Total Énergie, qu'on apporte fortement, c'est l'engagement qu'on a pris dans notre stratégie. Et on est devenu de Total à Total Énergie, c'est fondamental. On a investi en 2022 4 milliards d'euros dans ces énergies décarbonées. En 2023, ça sera 5 milliards. Et on construit en ce moment, au sein de Total Énergie, une grande société qui fera de l'électricité à base d'énergie renouvelable et qui contribuera directement à la transition énergétique. Je pense que la meilleure réponse à l'apostrophe de M. Guterres, c'est que nous-mêmes, nos compagnies, eh bien, nous soyons un des leaders et un des acteurs majeurs de cette transition énergétique. Et c'est bien l'ambition de Total Énergie. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons, en ce moment, l'entreprise, fin 2022, a construit 17 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable. Ça ne vous dit rien? Si. Un réacteur, c'est 1,5 gigawatt. Alors, les énergies renouvelables, c'est intermittent. Mais ça fait à peu près l'équivalent de 6 à 7 réacteurs nucléaires. Donc, on ne fait pas du greenwashing, comme on dit. On investit résolument et on met en œuvre cette stratégie. Et c'est ça, la bonne contribution d'une entreprise comme Total Énergie au sujet de la transition énergétique et climatique. Il y a aussi la question du coût de l'énergie. Vous avez été interpellé donc, au niveau parce que vous êtes fournisseur d'énergie Total Énergie, notamment par les restaurateurs, par Stéphane Manigol, qui, sur nos antennes, sur RMC, dans mon émission, a dit, mais Total, j'ose pas réemployer le mot, parce que c'était un mot quand même très fort. Il a dit Total se gave. Oui, voilà. Mais ça, c'est malheureusement, je peux vous dire, sur mon business électricité, c'est pas le cas. Mais il n'empêche. Bon. Moi, je vais vous dire, je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet. L'énergie vous avez dit que vous allez renégocier avec les où est-ce que vous en êtes? Alors, où j'en suis? D'abord, je voudrais dire que déjà, en 2022, je vous rappelle que Total Énergie a fait des rabais sur l'essence. Donc, c'est occupé de ses consommateurs. Et on a commencé à en faire avant que l'État ne mette en place son système. Les consommateurs, d'ailleurs, nous ont applaudi.
parce que peut-être qu'il y avait des grèves, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que on a vendu pendant la période où on faisait des rabais près de 25% de plus que ce qu'on faisait normalement. Les Français ont besoin, le coût de l'énergie est majeur. Bon, il y a eu cette apostrophe sur les prix de l'électricité. Nous sommes un petit fournisseur d'électricité, mais il est vrai, et je vais vous dire, il y a eu un vrai débat. Ouais. Un vrai débat l'année dernière, il faut savoir. Quand les prix de l'électricité sont montés très très haut à partir du mois de juillet, il y a eu une question. Certains fournisseurs d'électricité ont décidé de ne plus donner de contrat parce qu'ils trouvaient que les prix étaient trop élevés. Il y a eu un débat avec le gouvernement qui nous a dit non, vous devez continuer à signer des contrats. On a signé des contrats qui, objectivement, je le constate, sont trop élevés. On n'a pas traduit ça en euros pour un restaurateur, on a eu tort. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cet ensemble de contrats. Donc on a dit, avec le gouvernement, les TPE, on va s'en occuper. Il y a un mécanisme en cours pour faire un espèce de super amortissement pour que les TPE ne payent pas plus que 280 € du mégawattheure. Donc je comprends. Alors malheureusement, M. Manigold, il n'a pas une TPE, il a une PME. Donc oui. Ce que je peux dire aujourd'hui... Donc il ne rentre pas dedans. Oui, ben, je vais vous dire qu'il va rentrer chez nous parce que chez Total Energy, moi je considère, j'ai écouté tout ça, j'ai vu pas mal d'articles. Je pense qu'effectivement... On a cru faire le bien en disant qu'il fallait continuer les contrats, mais ces contrats sont trop élevés. Donc ce que nous sommes en train de mettre en place, au notre niveau, j'ai demandé à mes équipes, et nous avons à peu près un certain nombre de PME qui sont concernées par des prix trop élevés, des contrats signés entre juillet et décembre, et nous allons leur proposer, elles également, de pouvoir renégocier un contrat qui sera de l'ordre du prix que vous venez de citer, de 280 € de mégawattheure. Donc on va proposer aux clients PME de Total Energy d'avoir un prix équivalent au TPE, parce que je constate, c'est un effort de ma part. Jusqu'à où, jusqu'à quand? Pardon? PME, jusqu'à quelle taille, justement? La PME, c'est une taille de PME. Ils m'ont dit qu'il y avait à peu près 6000 clients qu'on avait qui correspondaient à cette définition. Donc, je pas, mes équipes m'ont dit. Donc, je leur ai dit que je pense qu'il faut qu'on fasse un correctif et qu'on accepte de faire un rabais par rapport à ces contrats, y compris pour les PME, parce que de toute manière, la polémique va continuer et que finalement, eh bien, on va rendre, comme on l'a fait sur les rabais l'année dernière, ben, je veux rendre et je veux que les clients de Total Energy ne soient pas pénalisés par cette hausse qu'il y a eu pendant les quelques mois de la deuxième moitié de l'année de 2022, qui effectivement, et encore une fois, à l'époque, c'était pas évident, parce qu'on nous a dit signer ces contrats, parce que les gens avaient peur que les prix continuent à monter. Bon, l'électricité a baissé, donc redevenons un peu... donc j'accepte de faire une correction et d'aller aussi vers les PME comme celle de M. Manigold. Mais je peux vous dire qu'on ne s'est pas gavé du tout, parce que la vérité, comme on fait chez Total Energy, nous, on achète sur le marché. Malheureusement, je ne suis pas un producteur encore d'énergie en produit, mais pas assez. Donc Total Energy achète sur le marché et revend à ses clients. Il ne fait pas une marge de 400 €, contrairement à ce que j'ai entendu. Elle est beaucoup plus faible que ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on écoute l'ensemble des consommateurs et rentrer et faire ces propositions. Le coût du marché de l'énergie, on voit que c'est extrêmement compliqué. Il y a de la réforme au niveau européen, il y a la réforme aussi du prix du gaz, la réforme de l'AREN. Comment est-ce qu'on pourrait... à votre avis, à terme, est-ce qu'on peut simplifier la réforme du marché de l'électricité et du coup l'énergie qui est derrière? Ça, c'est un débat. C'est une question à tiroir. Hein, mais... C'est un débat très compliqué. Oui. Je vois que je suis pas. C'est un débat très compliqué parce que dans le marché de l'électricité, chacun fait comme si c'était des marchés nationaux. Mais ça l'est pas. On l'a vu. La France cette année a dû importer de l'électricité d'autres pays, a dû exporter. Maintenant, on exporte, ce qui est bien. Et donc, on a une interdépendance vis-à-vis des autres pays. Donc, il faut qu'on conçoive à la fois un marché européen de gros. Et puis la question, c'est le prix de détail. En fait, dans cette affaire, je pense que dans l'histoire du marché de l'électricité, il y a deux espaces. C'est un peu technique ce que je dis, mais il y a le marché de gros qui doit bien évidemment trouver à être fonctionner sous le nom d'une économie de marché. Et après, il y a comment on traduit tout cela dans le prix de détail qui est fait aux consommateurs dans les États. Dans les États. Ouais. Et je pense que vouloir mélanger les deux sujets va être compliqué. Bon, par ailleurs, ce que je suis convaincu, alors là je le répète, c'est que s'il y a une erreur qui a été faite, c'est qu'on a rendu tout ce marché totalement ce qu'on appelle spot, super court terme, donc on dépend complètement du court terme. Je pense qu'il faut réintroduire des notions de contrat à long terme, notamment pour les industriels qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut que l'Europe, on revienne dans un mix d'une philosophie d'approvisionnement qui soit une base de contrat à long terme et qu'on fasse du court terme pour s'ajuster. Voilà, bon, ça c'est quelques principes, mais encore une fois, c'est un sujet complexe qu'il ne faut pas faire, parce que je redoute, c'est pas sous le coup de la pression et de l'émotion qu'il faut tout d'un coup casser un marché, parce qu'il a quand même fonctionné pendant très longtemps très bien. Il se trouve que là, à cause du stress créé par la Grèce, par la guerre et l'absence de gaz russe, on se retrouve dans un système aux limites qui fait que les prix sont devenus exorbitants. Donc effectivement, il y a quelque chose à corriger. Mais en même temps, n'allons pas trop vite et gardons quand même ce qui a bien fonctionné pendant des années et essayons de corriger ce qui a mal fonctionné. Tout à l'heure, le chancelier allemand Olaf Scholz disait « En un an, l'Allemagne a pu se passer totalement du pétrole et du gaz russe ». Il dit qu'il va rester une puissance industrielle extrêmement forte
en étant tout de même uniquement en fonctionnant avec le renouvelable. Est-ce que ça vous paraît possible? D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est totalement à couper complètement les ponts, de l'énergie russe? Non, c'est vrai pour le pétrole, puisque depuis le 5 décembre, et nous on l'a commencé plus tôt, et effectivement, la raffinerie allemande que nous avons, Leuna, est approvisionnée sans aucun pétrole russe, en passant par les ports de Gdansk en Pologne, et on s'organise, c'est pas simple, mais on l'a fait, donc on peut le faire. Pour le gaz, c'est pas encore le cas, hein. Il y a plus de gaz qui viennent par les tuyaux, mais il y a encore du gaz naturel liquéfié. L'Allemagne a beaucoup travaillé, c'est clair, hein. D'ailleurs, on a inauguré avec Olaf Scholz samedi dernier un nouveau terminal flottant que Total Energy a contribué à faire fonctionner à Lubmin. Donc, tout le monde s'est mobilisé, et rapidement, je peux vous dire, je suis très impressionné par les Allemands qui ont pu installer ce terminal en l'espace de 7 mois, 8 mois. Donc oui, il passe l'hiver, qui était quand même une première étape. Après, il va falloir 2023, hein, parce que je vous rappelle qu'en 2022, on a quand même rempli les stockages européens. Pendant la première moitié de l'année, il y avait du gaz russe. Il ne faut pas l'oublier. 2023, il n'y en a quasiment plus. Il y a encore du gaz qui traverse l'Ukraine. Donc le challenge pour 2023 est quand même, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir recommencer à racheter du gaz naturel liquéfié. Total Energy y contribue lourdement, puisque nous avons à peu près 15 à 20% des capacités de regasification. On a amené beaucoup de gaz naturel liquéfié, mais il faut continuer. On a une chance, il fait plus doux cet hiver. Tant mieux, ça évite de trop consommer de gaz, donc les stockages à la sortie d'hiver sont sans doute en meilleur état qu'ils l'étaient l'an dernier, mais il va falloir recommencer, et ça veut dire que les prix du gaz sur l'année 2023, bon là ils ont baissé, mais moi je m'attends à ce qu'ils soient quand même un peu tendus, et peut-être pourraient remonter au cours de l'année. Voilà ce qu'il faut avoir en tête quand même. La question c'est l'hiver 2023. Oui, la prochaine question c'est l'hiver 23. Et puis à partir, je dirais, de fin 24, là, on ira mieux parce qu'on aura construit tous ces fameux terminaux qui nous manquaient. Pour l'Europe, en fait, il y a deux sujets en matière de gaz. Il y a d'un côté assurer le volume, et ça, on va s'y employer. Ça peut être plus difficile en 23 qu'en 22. Et puis il y a le prix, parce que pour avoir le prix, eh bien, il faut ramener tout le gaz naturel liquéfié, donc il faut payer un peu plus cher que la route. Il y a un élément nouveau qui, je pense, a été symbolisé à Davos par la visite du vice-premier Lee, qui est un vrai signal très fort. Je trouve qu'il soit venu à Davos de nous dire la Chine revient. C'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Ça veut dire qu'on va avoir sans doute un moteur chinois qui va repartir, ce qui était une des inconnues de 2023. D'ailleurs, je trouve qu'ici à Davos, les gens sont plutôt optimistes. C'est un petit peu moins bon pour le prix du gaz en Europe, parce que si la Chine repart, peut demander plus de gaz naturel liquéfié en Chine, et donc il peut y avoir une compétition poussant les prix vers le haut. Donc moi, je m'attends à ce que 2023, on ait des prix de gazier qui sont bas en ce moment, mais qui peuvent un peu remonter. Mais en tout cas, l'arrivée de la Chine est une bonne nouvelle, je trouve, pour la globalité de l'économie mondiale. Est-ce que le GNL peut rester, parce que ça reste quand même l'énergie qui nous permet de traverser ces crises en ce moment. Oui. Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez bien, l'expert climatique, dit attention, il y a peut-être un risque à 3-4 ans sur le GNL. Un risque de quel ordre? Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de GNL. Le gaz naturel liquéfié, pour construire de nouvelles usines, il faut 4-5 ans. Donc c'est vrai qu'on se bat. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les prix sont tendus. Parce qu'en fait, il y a plus de demandes. À la fin, la demande est égale à l'offre. Mais il y a une demande nouvelle venant d'Europe qui n'existait pas. Donc ça a poussé les prix vers le haut. Bon, maintenant, il y a plusieurs projets qui sont en train de se lancer. Aux États-Unis, au Qatar. Total Energy a pris des participations importantes cette année. Donc à horizon de pendant les 3-4 prochaines années, oui, le prix peut être tendu. Au-delà, moi je vois beaucoup de projets, et donc je pense qu'on va restabiliser le prix du gaz naturel liquéfié. Donc pour revenir sur votre question sur sur l'Allemagne, M. Scholz dit, c'est bien qu'ils disent on va garder la force de l'industrie allemande. Ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, l'énergie va coûter plus cher en Europe, parce que le gaz naturel liquéfié c'est plus cher, que les énergies renouvelables, il faut investir, et donc on va devoir inventer une nouvelle industrie en Europe, mais peut-être que c'est l'industrie de la décarbonation qui va nous tirer vers le haut. Oui, et puis il y a la question du nucléaire en France, mais ça c'est encore une autre question. Sur l'évolution du coût du baril de pétrole, quelle tendance vous voyez? Parce que lorsqu'on voit les grands travaux qui sont lancés, vous parliez du Qatar, aussi en Arabie Saoudite, on sait qu'ils ont besoin, grosso modo, d'un prix du baril à $80. Ouais. Est-ce que c'est à peu près cette épure-là? Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Il était à 80-90. Moi, ce que j'ai vu, c'est que l'OPEP avait réduit sa production quand le prix baissait vers 80-75. C'est une des inconnues. Une des inconnues, c'est la demande chinoise. Le redémarrage de la demande chinoise, ça peut tirer vers les prix vers le haut. L'OPEP, clairement, les pays du Moyen-Orient veulent garder un prix, disons, au-dessus de $80. Bon, il y a aussi quand même un autre élément qui va être le cap sur le prix russe, qui a été mis en place par le G7. Comment le pétrole russe va se redistribuer.
Donc c'est moins, autant sur le gaz, je pense qu'il va rester élevé, sur le pétrole, je pense qu'il peut rester dans une gamme $80. Maintenant, on l'a vu monter, il peut aussi remonter à $100, encore une fois. Auquel cas, d'ailleurs, la question se posera pour Total Energy de savoir s'il faut refaire des gestes vis-à-vis des consommateurs de pétrole et de diesel en France, notamment le diesel, parce que je vous rappelle qu'on risque de manquer, on va une décision qui arrive le 5 février, on n'importera plus de diesel en France venant de Russie. Il va falloir trouver du diesel. Ça peut tirer les prix du diesel vers le haut, donc on verra à ce moment-là s'il faut s'adapter à tout cela. Pour la partie de Total Energy, nous, on a pris les dispositions pour ramener, donc je rassure les consommateurs, vous aurez du diesel dans les stations Total Energy, parce que, par exemple, on produit du diesel dans nos raffineries en Arabie, et il va venir en Europe. Donc on a pris les dispositions pour assurer l'approvisionnement de tout notre réseau européen de diesel, malgré l'arrêt du diesel russe en Europe. Est-ce qu'il faut continuer On a vu que la production d'hydrocarbures de Total Energy a progressé en 2022. Est-ce que vous allez continuer à produire plus d'hydrocarbures? Qu'on produit plus, c'est surtout du gaz naturel liquéfié, parce que dans l'hydrocarbures, il y a pétrole et gaz. Ouais. La stratégie de Total Energy, elle a été annoncée. C'est pétrole, non, on ne croit plus, on ne cherche plus à croître, on est plutôt stable. Parce qu'on sait mais vous avez des gros investissements encore. Mais bien sûr qu'on investit, mais vous savez, ça c'est des choses que les gens ont du mal à comprendre. Mais si j'investis pas dans mon pétrole, dans mes champs pétroliers, au fur et à mesure qu'on produit un champ pétrolier, la pression d'équilibre, on produit moins. Donc moi, je dois faire face chaque année, l'entreprise, à une déclin naturel de 4 à 5% par an. Donc pourquoi on investit? Juste pour maintenir la production. Donc on n'a plus d'ambition de croissance dans le pétrole, mais on veut maintenir. Par contre, on continue. Oui, on est le numéro 3 mondial du gaz naturel liquéfié, cette énergie, et on continue à investir parce qu'il faut, les marchés sont en dynamique. Donc sinon, les prix, il faut être clair. Si les entreprises pétrolières et gazières arrêtent d'investir, ou investissent moins, ce qu'elles font déjà d'ailleurs, parce que quand Total Energy va investir en 2023 17 milliards, 12 milliards dans les hydrocarbures, 5 milliards dans les énergies décarbonées. Il y a 5 ans, c'était 17 milliards dans les hydrocarbures, donc j'ai réduit de 5 milliards. Et quand j'investis moins, mes champs pour moins produire, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est les prix qui montent. Oui. Voilà un peu. Il y a une énergie dont on n'a pas encore parlé, et pourtant, on en parle beaucoup ici, parce que c'est peut-être l'énergie du futur, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un sujet sur le regard de près, tout le monde en parle. Bon, maintenant, c'est une énergie qui est encore naissante, il faut que la produire, alors soit elle est verte, soit elle est bleue, soit elle est rose, ça dépend. Et c'est une énergie qui peut être une des molécules de la décarbonation. Il faut juste qu'on soit capable de la produire à grande échelle. Il faut surtout qu'il y ait une demande plus forte. Un des grands enjeux, pour moi, de la décennie, c'est est-ce que l'hydrogène va devenir le fuel pour les camions? Est-ce que les camions vont adopter l'hydrogène ou est-ce que les camions vont adopter les batteries? C'est très important parce que pour baisser le coût de production de l'hydrogène à grande échelle, il faut qu'il y ait des gros marchés. Voilà, ça c'est dans l'énergie, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous nous engageons sur l'hydrogène. D'abord, nous décarbonons l'hydrogène de nos raffineries. Et puis on a un grand projet en Inde. Et puis on est en train d'examiner sur plusieurs pays du monde, de prendre des positions pour pouvoir demain produire de l'hydrogène. Et encore une fois, la clé de l'hydrogène, ça sera la demande. Et l'hydrogène, pour l'instant, ça coûte cher. J'ai un peu le seul patron que j'ai interrogé qui ne parle pas de l'IRA, l'Inflation Reduction Act des États-Unis, l'avantage concurrentiel. Et beaucoup nous disent, mais notamment pour les projets en hydrogène, l'IRA, c'est assez formidable parce que vous arrivez avec votre projet, vous signez en bas et puis hop, ça y est, vous avez votre crédit d'impôt. Ursula von der Leyen, ici, la présidente de la Commission européenne, je l'ai rappelé plusieurs fois, a dit, c'est vrai que nous, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, mais c'est très lent ici, dans l'Union européenne. Donc, est-ce que pour vous, c'est un vrai handicap? Parce que vous dites, tiens, je vais aller regarder du côté des États-Unis plutôt. Non, mais moi, je ne vois pas ça comme un handicap. Une entreprise comme la nôtre, nous, on va investir. On est un grand acteur aux États-Unis du gaz naturel liquéfié, donc on investit dans les renouvelables. On est devenu le numéro 5 monde américain cette année en faisant une très grosse acquisition. Donc, d'ailleurs, l'IRA va aider mes investissements dans les énergies renouvelables aux États-Unis. Bon, donc, c'est des politiques. Moi, je pense que la réponse. Donc, vous bénéficiez de l'IRA? Bien sûr qu'on bénéficie de l'IRA, comme toutes les entreprises qui investissent dans le pays. Moi, je pense que la réponse de l'Europe doit être d'inventer son propre programme de soutien aux énergies décarbonées. Il faut qu'on soit. Il y a un fonds de 800 milliards d'euros de Future for Europe. Il faut peut-être le mobiliser. Il faut faire un anti-IRA, enfin un contre-IRA. Ce qui est dommage dans l'IRA, je veux dire, ce que je pense que l'IRA est un mauvais signe pour moi dans notre domaine, parce que quelque part, les Américains sortent un peu de l'OMC à travers l'IRA. Le vrai problème de l'IRA, il est plus pour moi global au niveau de la politique, parce qu'on a quand même construit ce monde multilatéral, global, où l'OMC était au cœur du dispositif. En adoptant l'IRA de façon unilatérale, les Américains disent on va s'occuper d'abord de l'Amérique. La réponse des Européens, c'est pas, à mon avis, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut qu'on fasse notre propre IRA. Alors et encore une fois, je pense qu'on peut trouver les fonds. Alors on le fera pas fiscalement, parce qu'on n'a pas une union fiscale en Europe. Il faut le faire par d'autres moyens, mais je pense que je pense que c'est absolument indispensable. On ne peut pas vouloir à la fois faire le Green Deal, accélérer
dans la transition énergétique et la décarbonation de l'Europe et ne pas créer les jobs et les industries en Europe qui permettent cette décarbonation. Parce que si on fait toute cette politique extrêmement proactive pour décarboner plus vite l'Europe et qu'à la fin les jobs ils sont aux États-Unis, en Chine ou en Inde, je pense que c'est un modèle qui ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'on prenne des mesures et une des mesures, pour être positif, effectivement, trouvons le moyen d'avoir un guichet qui réponde aussi rapidement aux industriels européens ou aux industriels internationaux. Mais il faut être optimiste. Regardez, j'ai vu qu'un industriel de l'hydrogène américain s'était implanté en France cette semaine. Absolument. Bon, donc arrêtons de... Je pense qu'il faut plutôt que se plaindre contre les Américains, il faut que nous, Européens, on s'arme et qu'on soit positif et offensif. Toute dernière question, est-ce qu'il faut s'attendre pour des résultats 2022 de Total encore à des montants astronomiques? Vous les connaissez, vous avez vu qu'au fur et à mesure des trimestres, on a annoncé à peu près 5 milliards par trimestre. Le dernier trimestre sera en ligne, donc vous pouvez imaginer quel sera le résultat de Total Énergie, ce sera la somme des 4 trimestres. Donc il n'y a pas grand-chose qui a été caché. Une entreprise comme la nôtre publie des résultats tous les trimestres. Ça va sans doute encore redonner lieu à des débats, à des polémiques, comme toujours. Mais non, on paye, je peux vous dire qu'on a payé au niveau mondial, un chiffre, 33 milliards d'impôts au niveau mondial. 33 milliards. Donc quand certains me disent qu'il faut taxer les entreprises, 33 milliards, et c'est un taux moyen d'imposition qui est près de 50%. Donc on paye beaucoup d'impôts. Nos salariés, on a augmenté leur salaire. Et d'ailleurs, puisque l'inflation finalement est à 6% et non pas à 5,5%, l'augmentation qu'on va leur donner sera de 0,5% de plus, comme on s'y était engagé dans le dialogue social avec les 2 syndicats qui avaient signé. Merci. Je vais augmenter leur bonus et leur variable de 15%. Et puis les clients, j'en ai parlé. Donc on fait en sorte d'essayer de répartir cette valeur ajoutée en tenant compte de l'ensemble de nos parties prenantes. Merci beaucoup. Patrick Pouyanné, le président de Total Énergie, était notre invité. Merci beaucoup. Merci. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.